peut-être en manière de continuer un travail de résilience, d'exprimer ce que cette période a eu comme impact, à mon avis très important, sur la vie de notre famille. Mon grand-père, Auguste Blin, né à la Chapelle-Saint-Rémy, de parents agriculteurs qui sont venus s'installer à Conéré, dans le chemin des Landes, à la ferme des Grandes Landes. Auguste, né en 1893, est parti pour effectuer son service militaire en 1913 au 4e bataillon de chasseurs à pied, basé à Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle. Le bataillon de chasseurs à pied recrutait des soldats dont les caractéristiques physiques étaient d'être vifs, de petite taille et bons tireurs, ce que devait être notre grand-père. La devise de ce bataillon est d'ailleurs « qui s'y frotte, s'y pique ». En août 1914, le 4e bataillon de chasseurs à pied protège les flancs de l'avancée du 20e corps d'armée en marche afin de récupérer l'Alsace et la Lorraine perdues en 1870. Le commandement est assuré par le sous-lieutenant Xavier de Castelnau, très jeune et très franchement promu de Saint-Cyr. Ce jeune sous-lieutenant est l'un des fils du général de Castelnau qui a perdu 3 fils à la guerre de 14-18. L'offensive, dès le début de la guerre, consistait à récupérer l'Alsace et la Lorraine. C'était la volonté bien affichée du commandement des armées françaises depuis 1913, qui avait opéré un important regroupement d'armées dans les abords des frontières de l'époque. L'avancée de ces compagnies s'est faite presque sans encombre, ne laissant enfermer dans une souricière ou entonnoir à l'envers, déployés sur un front d'environ 30 km autour de Morance. C'était sans compter sur les Allemands qui avaient, dans leur stratégie, imaginé laisser s'avancer les Français. Ils savaient que la France, en cas de conflit, chercherait à récupérer ses territoires perdus en 1870. Le commandement français, à cette période, était convaincu que la seule conviction et motivation suffirait à vaincre. Il s'agissait dans cette période de grande guerre d'une organisation quasi napoléonienne de combat en ligne qui, face à l'organisation de l'ennemi, a produit beaucoup de victimes. L'ennemi ayant eu le temps de placer des moyens défensifs et offensifs. En cette date du 20 août 1914, la contre-offensive allemande eut lieu vers 7h30 du matin et dura 5 heures. La bataille fait rage et produit sur les 5 heures 20 000 victimes françaises tuées ou blessées. 50% de l'effectif de la 4e division de chasseurs à pied est mort au combat. Très peu ont pu battre en retraite. Les survivants blessés graves restés sur place sont immédiatement faits prisonniers. Il se trouve que le médecin du bataillon et quelques infirmiers sont également faits prisonniers. Ils prodiguent des soins les plus urgents sur place. Les prisonniers blessés sont ensuite transportés dans des lieux inadaptés tels que fermes ou écuries d'une caserne militaire dont la litière des chevaux sert couche pour les blessés. Les blessés graves sont soignés avec les moyens sur place. Nombreux sont ceux qui sont morts de suite de l'infection ou d'une gangrène. Rappelons que nous étions le 20 août 1914, il faisait très chaud. Un événement supplémentaire est venu compromettre le soin des prisonniers, la réquisition des médicaments par un médecin militaire allemand qui en avait besoin pour soigner ses propres troupes. Quelques temps plus tard, les prisonniers blessés sont évacués vers des camps de prisonniers situés à Stuttgart et séjournés jusqu'à la fin de la guerre. Notre grand-père fut de cela. Il a reçu lors de cette bataille 2 balles, l'une qui a pu être extraite de suite et une autre qu'il a gardée dans le corps jusqu'à sa mort, parce que les moyens médicaux sur place ne permettaient pas de pouvoir le faire. L'ironie du sort fera que pendant la période des débâcles allemands de 1944, mon grand-père qui transportait un veau vers Conéré, dans une carriole à cheval, a été doublé par une colonne de camions allemands dont les bâches flottaient au vent. Le cheval a pris peur, la carriole a pris le fossé et le choc occasionné par la chute fit se déplacer cette balle que notre grand-père avait gardée dans le corps. Mon père racontait que son transfert à l'hôpital du Mans s'était fait par un convoi à cheval. Nous avons la trace de cette activité dans 2 camps, sans savoir ce qu'il avait pu faire pendant tout ce temps. Quand l'heure de l'armistice a sonné, les prisonniers ont été relâchés. Mon père, dans le peu qu'il nous a raconté, nous a dit qu'il était rentré seulement début 1919. Donc vous voyez, aujourd'hui, ça a sonné à 11h, mais il n'était pas là. Il est ensuite marié avec notre grand-mère, en 1921, Constance Boucher, qui provenait de la ferme de la Vieille Cour située entre les bois de la Croix et la rue de la Jaterie. Les grands-parents se sont installés dans la ferme de Peloin, située à l'écart des chemins des Landes. 7 enfants sont nés sur une période de 1923 à 1934. Tous aujourd'hui sont décédés.
La vie de notre grand-père, qui m'a été décrite, a été celle d'un homme sans force, avec un handicap physique non reconnu, dans un état psychologique très acariâtre. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur ce qu'il a pu ressentir notre grand-père à son tour. Meurtri à jamais dans sa chair et dans son cœur, mais sans connaissance de son combat pour la patrie. Oublié des honneurs, il n'a jamais été rien verbalisé. Tout est resté à l'intérieur, le minant et minant la vie de la famille. Il est décédé dans d'atroces souffrances en 1948 des suites de l'extraction de cette balle. Les précisions qui nous ont été données, il avait juste 55 ans, mon père venait d'avoir 17 ans. Les enfants élevés dans cette ambiance, dont mon père, ont produit des personnes également très renfermées, ne parlons pas de sentiments, d'affection, faisant que nous, enfants de la deuxième génération, nous sentions presque coupables d'exister. L'incompréhension était totale, la parole inexistante. Chacun de nous n'a jamais pu lui parler vraiment. Nous sommes tous partis vivre dans notre vie, dans des voies différentes, trouvant notre argument de vie dans les choses que nous avons faites et les rencontres que nous avons eues dans notre vie affective et professionnelle, nos enfants, nos petits-enfants. Je ne comprenais pas qu'il soit aussi dur de vivre dans cette famille alors que tout nous destinait à vivre heureux. Une photo circule de nos arrière-grands-parents paternels qui arborent un sourire de bonheur de vivre. Avec le temps, j'ai fait l'hypothèse que cette guerre et cette blessure physique et psychologique avaient produit cela. Il en existe encore des traces sur notre génération, le ressenti et le parcours de chacun permettant ou pas d'avancer sereinement cette résilience. Il nous reste à transmettre, pour ce qui concerne notre génération, la mémoire familiale aux générations futures, afin que pour longtemps il reste l'envie de la vie heureuse et l'envie de vivre en paix. Merci, messieurs, dames.